Ce soir, dans Politis, nous recevons une voix engagée de la société civile congolaise, chercheur en gouvernance sécuritaire et en peace building, défenseur de droits humains. Il analyse de près l'évolution de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il est coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, d'IGENEC en sigle RDC, et directeur du festival scolaire scientifique Mambadiliko à Kinshasa. Il œuvre pour l'éveil citoyen et l'engagement de la jeunesse face aux défis du pays. Avec lui, nous allons analyser les origines de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'évolution actuelle de la situation sécuritaire et les enjeux majeurs de ces conflits qui marquent l'histoire de la République démocratique du Congo. Monsieur Ishara Boutaragaza Johnson est notre invité des Politis ce soir. Bonjour. Monsieur Johnson, bonjour. Bonjour. Très content de vous retrouver dans Politis. Merci aussi pour l'invitation et je salue tous les étudiants, tous les Congolais, les Congolaises qui sont sur le plateau et tous les téléspectateurs. Première question, comment allez-vous? Non, je me porte bien tout en suivant la température du pays. Je pense à ma pensée pieuse reste concentrée sur nos compatriotes de l'Est qui traversent des moments très durs. Mais dans l'ensemble, du point de vue sanitaire, je vais bien. Merci beaucoup. Prenez place. Merci. Déjà, votre profil, ça nous intéresse personnellement, puisqu'on va parler de la situation sécuritaire dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Ouais. 30 ans de guerre. Est-ce que le temps n'est pas venu pour que cette guerre puisse s'arrêter? Ça, c'est la première question. Je sais qu'on va revenir sur la genèse de cette guerre. Oui, je pense que les temps, oui, parce que de toutes les façons, cette guerre a beaucoup duré, parce qu'il y a également une crise de leadership qui s'est installée au Congo, parce que chaque crise a un début, chaque crise a une fin. Parce que si on compare la situation, l'histoire entre la Chine et le Japon, on se rappellera que le Japon avait marché pendant plusieurs années sur la Chine. Et du point de vue de la superficie, la Chine dépasse largement le Japon. Mais il fallait attendre après la Seconde Guerre mondiale, quand Hirohito, qui était l'empereur du Japon, avait capitulé devant les Américains après le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. À cette époque, je pense que le Japon s'est rendu compte que ne pouvait plus jouer son rôle d'un État gendarme face à la Chine. Et la Chine a imposé son autorité avec l'avènement de Mao Zedong, avec Deng Xiaoping. Ils ont permis qu'en Chine, il s'installe un leadership transformationnel, une gouvernance de qualité. Ouais. Et ils ont mis fin à toutes ces barbaries des pays voisins. Et je pense que la République démocratique du Congo, normalement, devrait avoir des leaders qui incarnent un nouveau vent, un vent du changement, un vent de gouvernance sécuritaire, de gouvernance économique, de gouvernance judiciaire, pour qu'on arrive à donner au Congo et aux Congolais cette atmosphère qui est attendue par toutes les générations. Revenons justement à l'origine de cette guerre, 1994 jusqu'en 1997. Déjà, est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale n'est pas l'élément déclencheur de cette guerre dans la partie Est, puisqu'on sait qu'en 1994, la République démocratique du Congo a été forcée d'ouvrir les frontières. Et aujourd'hui, Rwanda, par l'entremise de son président Paul Kagame, qui a toujours parlé des FDLR. Ouais, c'est quoi? Je vais répondre à cette question sous le contrôle de tous les étudiants, selon différentes filières. C'est quoi exactement la communauté internationale? Je pense que ça, c'est une terminologie qui a tendance à cacher notre puissance, à nous contenir en tant qu'État. Pour en paraphraser le philosophe Godefroy Kamana, qui disait souvent que la communauté internationale, c'est une coquille vide. Une coquille vide? Oui, parce qu'il n'y a jamais eu une prison pour un État. Aucun jour, on vous dira que voilà, le Rwanda a commis des bavures au Congo, nous arrêtons les Rwandais en tant que communauté internationale. Parce qu'en réalité, dans les relations entre les États, c'est question de démonstration de force et question d'intérêt. Si j'ai un intérêt chez vous, je veux venir. Si je n'en ai pas, je ne peux pas venir. Si on est fort, on est soutenu dans sa force. Si on est faible, vous êtes soutenu dans votre faiblesse. Et on a senti que depuis 1994,
quand Mobutu était déjà affaibli, bien qu'il avait accepté l'inacceptable. L'inacceptable, c'était que, c'est vrai, il ne pouvait pas fermer de frontières face à un génocide qui est en train de se passer à côté des frontières. Mais l'erreur stratégique, c'était de permettre à ce que ceux qui ont traversé le frontière de l'Est, sans contrôler, sans être contrôlés, se déplacent avec des banques, se déplacent avec les armes, se déplacent avec tout ce qu'ils avaient. Alors, ils ont installé une situation, je me rappelle, à cette époque, j'étais encore enfant, et on voyait des gens venir. Comment avez-vous vécu cela? Expliquez-nous. Bon, d'abord, dans l'histoire, c'est que le peuple de l'Est était un peuple hospitalier. L'histoire des violences n'était pas vraiment inculquée dans leur tête. Et du coup, quand vous voyez un visiteur, tu vois la compréhension africaine, un visiteur qui est en difficulté, il dit « j'ai besoin de trouver où je vais dormir, de l'eau à boire ». Et c'est comme ça que le Rwandais est entré avec l'autorisation du gouvernement Zaïro à l'époque. En tout cas, on était encore trop enfants, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. Mais en grandissant, le fait que les camps des réfugiés étaient toujours là, on a compris qu'il s'est installé une situation de confiance entre les réfugiés et les autochtones. C'est-à-dire le Congolais même, ils sont venus avec leurs marchés, les échanges pouvaient commencer à se faire. Il y a beaucoup d'enfants qui s'étaient perdus dans ces génocides. Donc beaucoup de familles congolaises à Goma, à Bukavu, aux environs, ont intégré dans leur famille. Ils ont donné même des noms congolais. Et voilà, des enfants enfermés, perdus suite à un génocide. Et c'était ça maintenant le point de départ. On ne pouvait pas croire que ça allait nous amener aujourd'hui là où nous sommes. Maintenant, au même moment que, entre guillemets, l'armée rwandaise qui était appelée à l'époque la force, les FDLR, qui était généralement de la communauté. Bon, génocidaire, pas trop, parce que le génocide, c'était des camps qui se battaient. Mais pourquoi ça aussi, c'est les narratifs que Kagame a essayé de vendre. On ne parle pas des Hutus, bien que cette question rwandaise ne nous intéresse pas, mais on est en train de parler histoire, c'est une émission pédagogique, Monsieur Johnson. Comment analysez-vous cela? On ne parle pas des Hutus, on fait seulement une fixation sur les Tutsis. La politique, en réalité, généralement, c'est l'art de manipulation de masse, tu vois. Et Kagame a réussi à vendre à l'opinion internationale un narratif selon lesquels c'est ma communauté qui a été sauvagement tuée, c'est-à-dire tuée par une autre communauté, entre guillemets, d'Abiyarimana. Abiyarimana qui s'était engagé sur un front de paix parce que son avion a été bombardé quand il revenait des accords d'Arusha, dont Arusha c'est en Tanzanie, dont il voulait quand même trouver une voie de sortie avec le FPR qui était conduit par Paul Kagame à l'époque, qui revenait de Maki en Ouganda à côté de Yoweri Museveni, et que cette armée généralement monoethnique avait cette communauté Tutsi, et que dans l'armée rwandaise, dont Abiyarimana, président de la République à l'époque, il y avait toutes les communautés, que ce soit les Toa, que ce soit les Hutus, que ce soit les Tutsis. Bon, maintenant, lors de cette explosion, lors de cet assassinat, maintenant il y a une autre communauté qui a dit ça n'est trop parce que le père est mono. Et c'est comme ça que ça a dégénéré. Maintenant, quand ça a dégénéré, c'est des communautés qui se battent. Tous les rapports ont été clairs. Je pense que vous êtes en train de voir Charles Onana, qui est un Camerounais qui revient encore sur ces faits-là, qui est en train de faire trop de bruit. Il y a eu beaucoup de rapports qui ont dit, c'est vrai, on dit qu'il y a eu génocide, mais c'est mentir à l'humanité si vous allez dire que c'est une seule communauté qui a été tuée. C'est des communautés qui se sont entretuées. Il y a ceux qui ont fui, il y a ceux qui ont résisté. Alors, c'est mieux de commémorer ça comme ça. Bon, maintenant, il y a une communauté en grande partie qui est restée au Congo. C'était la communauté Hutu et qui sont restés dans les camps des réfugiés. Bon, maintenant, de 1994 jusqu'à 1996, comme je suis en train de le dire, Mobutu était en train de connaître ses dernières ères de gouvernance en Afrique. Oui, justement, parce que les grandes puissances pensaient qu'il fallait changer la donne dans la région des Grands Lacs.
il y a l'avènement maintenant de l'AFDEL. L'AFDEL. Oui, l'AFDEL avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Disons 1996. 96. Oui. Parce qu'entre-temps, pendant ces temps... La première guerre de la RDC. Oui, la première guerre internationale en RDC. En RDC. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient impliqués dans cette guerre et que ça s'est passé sur notre sol. Ouais. Maintenant, ça arrive pendant une situation, pendant une période dont le même réfugié rwandais Hutu était encore au Congo, qui était aussi armé et qui avait aussi des banques. Et ils étaient généralement, ils étaient même des opérateurs économiques très aguerris dans la région. Ouais. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que ceux qui viennent derrière l'AFDEL, c'est une armée également rwandaise qui vient accompagner Mouzé à conquérir le pouvoir. Dans cette armée rwandaise, majoritairement, il y a également cette communauté proche du président Kagame. Oui. Et c'est comme ça qu'on a fait porter à Mouzé le massacre de Mugunga. Mugunga, il y avait un camp des réfugiés. On a fait porter également à Mouzé le massacre de Tingi-Tingi, où il y avait également des réfugiés rwandais Hutu. Et que Mouzé, si vous suivez même ses dernières vidéos, il était en train de dire une armée monoethnique. Et moi, je pose la question avec son éloquence, où il disait, mais pourquoi vous avez tué ces civils? Ils ont dit, non, ils ont voulu nous créer des problèmes. Justement, parce que ces comptes qui sont restés au Rwanda, ils ont voulu les régler en République démocratique du Congo. Et ça a maintenant créé des problèmes dans la compréhension politique entre ceux qui viennent accompagner Mouzé. Oui. Parce qu'il faut aussi il faut dire, ce qu'on ne dit pas souvent à nos enfants, c'est que pourquoi Laurent Désiré Kabila a été considéré comme héros? Parce que parmi les quatre... C'est la question que je vous pose. Oui, parce que parmi les quatre qui est en train de conduire l'AFDEL, Mouzé Laurent Désiré Kabila n'était pas parmi les deux qui allaient prendre le pouvoir en arrivant à Kinshasa. Vous devez le savoir. Et à côté, il y avait de Garcias Bouguera qui avait des rapprochements avec le Rwanda, Kissa Songanu, Massa Sonindaga et puis Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ils étaient maintenant quatre. Et lui n'était pas vraiment parmi les deux qui allaient prendre la présidence de la République. Qu'est-ce qui a changé dans cette lutte pour que Mouzé soit quelqu'un qui pouvait prendre le pouvoir? Oui, maintenant, lui, le fait qu'il donnait l'impression d'être un homme calme, un peu distrait, et on l'a laissé qu'il soit le porte-parole. Bon, parce que lui, c'était vraiment un Congolais de père et de mère. Mais pour les autres, là, il fallait se poser beaucoup de questions. Et c'est comme ça que dans son avancée, il se rend compte justement qu'il y a des non-dits, il y a des cartes qu'on n'arrive pas à mettre sur la table. Et c'est comme ça que dans son évolution, comme le Congolais avait déjà beaucoup entendu parler de Mouzé Kabila qui vient sauver. Les autres, on les avait déjà oubliés, d'ailleurs on ne les connaissait même pas. Et c'est comme ça que son nom est entré dans l'opinion, et en arrivant à Lubumbashi, il ne voulait pas arriver à Kinshasa, parce que c'est en arrivant à Kinshasa qu'ils allaient maintenant s'asseoir pour décider sur les quatre qui allait être le président de la République. C'est depuis Lubumbashi qu'il se rend compte que s'il arrive à Kinshasa, le pays ne sera plus contrôlé par le Congolais. Vous devez savoir, le chef d'état-major à ce moment-là n'était pas congolais. N'était pas congolais. Voilà. Et les chefs de la diplomatie congolaise n'étaient pas congolais. Vous vous rappelez de cette histoire. Alors, comment un président, si j'arrive là, nous risquerons de vivre l'inacceptable? Est-ce que la responsabilité de Mouzé n'est pas aussi impliquée dans cette guerre? Il faut aussi dire ça à nos enfants. C'est qu'en réalité, avec ou sans Mouzé, cette révolution avait déjà déclenché. Vous savez? Et il est venu tout simplement parce qu'on était en train de rassembler tous ceux qui étaient prêts à faire mal à Mobutu. Mobutu qui avait également des gens qui n'étaient plus d'accord avec sa gouvernance auprès de lui. Parce que vous vous rappelez quand même qu'il y a eu des insolites avec les offensives militaires où on dit qu'un militaire zaïrois se retrouve en face de l'ennemi. Il a un chargeur qui ne correspond pas à son arme. Quand il essaie d'appuyer la gâchette, ça ne sort pas. Ça a prouvé que le complot était du plus haut niveau. Bon, maintenant, face à tout ça, Mouzé a dit, ce pays doit rester dans les mains des Congolais. Et c'est comme ça qu'il s'est autoproclamé. Autoproclamé depuis Lubumbashi, président de la République, contre toute attente. Les autres ne pouvaient pas créer un chaos parce que déjà dans cette armée-là, il y avait aussi d'autres Congolais et qui était aussi très proche à Mouzé, entre autres le héros d'Abdoulaye Ndombas, paix à son âme, qui avait également de l'ancrage au Congo.
et que les autres amis qui sont venus accompagner Mouzé, ils ont dit c'est pas d'abord le moment de se bagarrer, finissons d'abord le bataille. En arrivant à Kinshasa, on va s'asseoir pour maintenant discuter. C'est comme ça qu'en arrivant à Kinshasa, on trouve que Mouzé a déclenché notre plan. C'était quoi le plan? C'était le plan maintenant de demander à tous les Congolais d'intégrer l'armée, peu importe l'âge. Là, il préparait déjà comment est-ce qu'il pouvait chasser les... Oui, parce qu'il était conscient de tout ça. Il est conscient qu'il n'a pas le contrôle sur tous les services de sécurité. Alors, ce qui peut faire peur aux autres services de sécurité, si les Congolais entraient en masse dans cette armée, et que voilà, nous avons maintenant une armée sur laquelle ils font compter. Voilà, même avec 12 ans, 11 ans, c'est comme ça qu'on a parlé des Kadogo, des enfants qui ont intégré l'armée dans une révolution. Bon, on va dire... Parlons justement des Kadogo. Comment on les a recrutés? Oui, mais comment? On est dans une guerre de libération. et c'était un appel radiophonique qui était lancé. Et tout c'était des courtes tailles. Je sais pas, c'est comme si c'était quelque chose de bien préparé au Congo. Non, ce n'était pas vraiment préparé, c'était spontané. Je vous donne un cas. Si vous vous rappelez bien récemment, le président de la République avait fait un message à la nation. Oui. Il a demandé à tous les Congolais de se réveiller parce que le pays est en danger. Exactement. Le premier aspect, c'est que le pays est en danger. Et chacun, même dans son lit, quand on lui dit que c'est le président de la République qui dit que le pays est en danger, il faut se réveiller. Oui. Et c'est comme ça que, dans la province du Nord Kivu, d'ici de Kivu, j'ai vu beaucoup de gens du Kasaï dire « Nous sommes prêts également, nous allons créer cette résistance ». Bon, la différence entre ce que Mouzé avait fait et ce que le président Félix a fait, c'est que Mouzé, lui qui a vécu beaucoup dans le maquis, parce qu'il faut rappeler qu'il est parti dans le maquis depuis 1964, il connaît déjà comment il faut entretenir les maquisards qui viennent pour la libération. Et c'est comme ça qu'il a mis en place tout un mécanisme de suivi de ces Kadogo-là. Bon, déjà, les rentrer en masse, ça fait peur au plan des autres qui voulaient, voilà, il faut nous laisser les Kivu, il faut nous laisser voilà, Goma, Bukavu sous notre contrôle, le Maniema, ainsi de suite. Nous allons intégrer ainsi. Alors, il est venu maintenant avec une autre politique et c'est comme ça que ceux qui étaient proches de lui ont commencé à voir qu'il tenait des réunions sans impliquer ces autres-là. Et dans sa boutade, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, en suivant ses vidéos, il dit qu'il était étonné de voir qu'il pose la question où est parti son ministre des Affaires étrangères. Le ministre... Je vois encore cette vidéo. Voilà. Comment un ministre peut fuir son pays? Oui. Il pose la question, le chef, il a fui. Bon, parce qu'ils ont compris justement que Mouzé avait déclenché le plan de l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est-à-dire, bateau-nous. C'est vrai, ils sont là, ils nous ont aidés, mais on les a dit maintenant de rentrer, ils ne veulent pas rentrer. Et c'est cette frustration qui les a poussés à rentrer. Et ils sont encore rentrés à Goma et à 98. On nous a créé maintenant les RCD Goma. Deuxième guerre. Oui, les RCD Goma, c'était les frustrés de... Bon, voilà, Mouzé n'a pas répondu à tout ce qu'il voulait. Ils sont rentrés pour dire, on va maintenant encore l'attaquer. Et voilà, comme dans toutes ces guerres de l'Est, il ne manque jamais de complices internes. Voilà, ils ont pris, je me rappelle que ce jour-là, on était en vacances, on était à l'école primaire, et puis on nous dit qu'il n'y aura pas ouverture de l'année scolaire, parce que c'était le 2 août. Le 2 août, on est tous en vacances. Oui. Bon, voilà, les armes commencent. Ceux qui sont partis en vacances ne savent plus quitter là où ils étaient partis pour rentrer dans leur ville. On nous dit que voilà, on ne chante pas d'abord l'hymne national provisoirement. On voit des défilés des gros véhicules, des personnes qu'on n'a jamais vues. Parfois des langues de militaires qui parlent des langues que vous ne comprenez même pas. Voilà, ça a pris également du temps de 98 jusqu'à 2001. Il fallait attendre maintenant encore Sun City. Et pendant qu'on était là, ce qu'on a traversé, c'était quand même affreux. Affreux parce que j'étais en train de voir comment nos parents, on était en train de les ridiculiser, de saboter leur dignité. Le militaire qui était là, on les appelait en swahili des Walindamani. Le Walindamani en français, ça veut dire les gardiens de la paix. Mais en réalité, ils n'étaient pas des gardiens de la paix. C'était des gens qui pouvaient vous trouver, vous êtes bien habillés comme vous êtes là, et ils vous récupèrent, ils vous disent de faire des kilbits dans la boue. Et après avoir fini vos kilbits, ils vont même vous demander d'ouvrir la bouche. Ils vont cracher dans votre bouche. Donc, et de tout ça, c'est
les enfants sont en train de voir. C'était un message au fait de nous dire, vous ne représentez rien en tant que peuple. Et nous étions là en train de voir parce que ces gens, en grande partie... La RDC était à genoux. Oui, on était à genoux, on était pris en otage. Et c'est pourquoi, moi, quand Bravo même m'invite ou d'autres médias, j'ai dit, mais le moment le plus dur, c'est quand on s'imagine, on peut passer, en tant qu'acteur politique, on peut passer sa nuit tranquille à Kinshasa. Et vous savez que Goma est prise en otage, Bukavu est prise en otage, Uvira est prise en otage. Plus dire encore, ce sont maintenant ces villages-là, où vous ne contrôlez pas grand-chose, mais il y a une terreur qui s'installe. Et c'est comme ça que quand ils sont arrivés même à Kishishe, Kishishe c'est dans le territoire de Rutshuru, on a enterré plus de 100 personnes vivants devant leurs enfants, devant les femmes. On met un gros trou, on demande aux hommes d'entrer, on commence à jeter de la poussière jusqu'à ce que vous allez entendre que les cris ont cessé de hurler dans le trou là. Mais non, c'est tout ça ce qui se passe quand on n'arrive pas à imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Et ce qui s'est passé dans la ville de Goma, il y a eu des carnages. Comme Goma, c'est une ville au bord du lac, il y a eu plusieurs corps qui ont été ramassés sur les lacs. Il y a eu des avenues où c'était difficile d'y entrer parce que les odeurs étaient déjà gênantes. Parce qu'il y a des cadavres qu'on n'arrive pas à évacuer. La Croix-Rouge a eu de la peine à finir à ramasser le corps pendant une semaine. Et donc, c'est tout ça. Quand on arrive quand même à décrypter ce qui se passe dans cette région, on s'est dit, mais il faut quand même qu'on arrive à arrêter en tant que Congolais, qu'on se dise comment on doit faire, parce qu'on ne peut pas quand même continuellement, comme vous l'avez dit, 30 ans, être humilié par un petit pays. Un petit pays, le Rwanda. Voilà, un petit pays qui, avant, sa plus grande richesse, ce n'était que les cafés. C'était que les cafés. Et je me rappelle à l'époque, il y a personne qui avait même envie de dire, voilà, je veux voir à quoi ressemble le Rwanda. Et pourtant, on était des villes frontalières, mais plutôt le Rwanda pouvait venir. Et pendant un moment, c'était, vous arrivez à Goma, vous allez voir des gens qui sont en train de circuler, en train de demander les habits, vous nous donnez les habits, nous vous donnons le maïs, vous nous donnez les habits, nous vous donnons les pommes de terre. Ce sont généralement des Rwandais. Ça veut dire, souvent ce sont des Rwandaises. Ça veut dire que le Congo avait toutes les possibilités de jouer toutes ces cartes et de maîtriser la question sécuritaire à l'Est. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, c'est que nous avons fait face à une crise de leadership, à une crise de gouvernance, ce qui a fait que chaque fois que le Rwanda s'est réveillé, nous on était là, parfois pour crier, parfois pour plairer, au lieu de s'assumer. La première revendication avec l'avènement de l'AFDEL, bon voilà, on doit faire partir le dictateur et que nous aussi, le Rwanda, vous devez nous être reconnaissants parce qu'on vous a aidé. Oui, c'était une guerre internationale, il n'y avait pas que le Rwanda, il y avait l'Ouganda là-dedans, il y avait beaucoup de pays qui étaient impliqués. Mobutu est parti. Après, l'RCD, voilà, vous n'avez pas respecté nos accords, nous devons encore revoir, sinon nous allons contrôler toute cette partie. C'est vrai. Musée a été éliminé. Oui, Musée a été éliminé, tué dans son bureau. Ils ont contrôlé une très grande partie du pays. Et pendant ces temps, ils ne parlaient pas du génocidaire FDLR. Pourquoi? Parce que dans les zones où ils occupaient déjà, c'était les zones où ils disaient avant qu'il y avait des FDLR. Maintenant que vous occupez ces zones, donc vous n'avez plus raison de dire que vous êtes venu chercher des FDLR. Puis on avance, il y a l'accord de Sun City en 2002. Oui, il y a l'accord de Sun City. L'accord de Sun City, c'était un moment aussi... C'était un bouée de sauvetage pour la RDC. Oui, on pouvait l'imaginer parce qu'à ce moment-là, la RDC était coupée en 4. Il faut se rappeler que l'actuel vice-premier ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba, dirigeait une très grande rébellion du côté le nord du pays et qui était souvent proche avec l'Ouganda. L'ancien ministre Mbusa Nyamwisi qui dirigeait une grande partie aussi du nord Kivu avec les RCD KML, Azarias Rubero, Adolfo Nusumba et tout ce qui va avec. Ils étaient avec le RCD Goma, Bukavu, une partie de Kisangani. Ça, ce sont des frustrés de la République. Des frustrés de la République. Bon, maintenant, il y a Joseph Kabila. RDC était leur gâteau. Joseph Kabila qui est à Kinshasa, il ne peut pas arriver en Équateur, il ne peut pas arriver à Kisangani, il ne peut pas arriver à Goma. Mais il est quand même président. Il est quand même président. Il s'est dit,
Le Congo quand même mérite mieux. Ouais. Quelles sont vos revendications? Quand vous écoutez chacun, en tant que Congolais, on se posait la question, mais qu'est-ce qu'il revendique en réalité? Oui, parce que Mouzé venait de Des fois partir. même la lutte était floue. Oui, tout était flou au départ. Bon, justement parce que derrière chaque camp, il y a ce qu'on appelle des arbres qui cachent de forêt. Nous voyons les arbres, mais nous ne voyons pas la forêt derrière. Quand on est loin, on voit quel est l'arbre, mais on ne voit pas la forêt. Oui. Bon, maintenant, il y avait des revendications qui étaient floues, mais ce qui était important, c'est qu'on devrait quand même mettre en place une constitution. Oui, aujourd'hui, on peut la traiter de belligérant, mais chaque constitution a un point de départ. Rien n'empêche qu'elle soit améliorée. Et puis, la constitution voulait que, maintenant, on met fin à toutes ces rébellions, qu'on se mette ensemble. Je me rappelle encore une fois, quand on avait annoncé que Sun City vient de prendre fin, les armes, tous les camps vont mettre les armes par terre. Voilà, il y aura 4 vice-présidents. Azarias Rubero, qui est entre guillemets président chez nous là-bas, à Goma, parce que voilà, c'était lui le big boss. On nous informe qu'enfin il va aller à Kinshasa et il devient vice-président. Il y avait parcours. Parce que les gens disaient, enfin, on est rassemblés. Parce que, voilà, du point de vue culturel, c'était difficile qu'un artiste de Kinshasa vienne faire un concert à l'Est. C'est aussi difficile, même quand on suivait le match de football, c'était difficile que les joueurs de là soient recrutés dans l'équipe nationale, malgré leur talent. Et ça fait comme si on est des Congolais, mais on ne l'est pas en réalité dans le fait. Alors, quand on nous dit qu'enfin, le pays est réunifié, je pense que le plus important, il fallait maintenant travailler sur cette réunification. Et moi, je pense qu'à ce moment, ce que Kabila a fait, c'est pas facile d'accepter de partager son pouvoir. Surtout avec des personnes qui ont des agendas dont vous ignorez. Bon, venant la défense, vous donnez ça à Azarias. Azarias Rubero. Finance, vous donnez ça à Jean-Pierre Bemba. Vous prenez, je ne sais pas, tout ce qui est affaires extérieures, ainsi de suite. Vous donnez à Arthur Zaïn Dingoma, vous donnez à Hérode Abdoulaye. Et vous êtes maintenant là. Non, ce n'était pas facile. Bon, maintenant, l'essentiel, ok, mettons-nous ensemble, mettons fin à la guerre, allons aux élections, que le Congolais se choisisse le président qui doit porter la destinée du pays. Ça, c'était une épreuve, je pense que tout le Congolais allait capitaliser, bien entendu, mais permettre à ce que les institutions puissent évoluer avec les temps. Les temps, ça veut dire s'il y a ce qui ne rime pas avec le vécu quotidien du Congolais, mais il faut l'améliorer, ça, on est d'accord. Mais on avance. Mais là, avec tout ce qui se passe pour le moment à l'Est, au lieu d'avancer, on est en train de faire de marche en arrière. Comment comprendre? Donc, on a signé des accords de Sun City en 2002, puis arrive en 2009, il y a encore des frustrés de la République qui prennent encore des armes pour tuer des Congolais. Oui, encore parce qu'en 2001, maintenant il y a une intégration politique, il y a une intégration militaire. Et il faut savoir que l'intégration économique aussi était là. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui se sont tapés beaucoup d'argent dans cette crise à l'Est et qui ne sont même pas pourchassés par la justice. Au niveau de l'intégration politique, il y a des gens qu'on a vu tuer nos amis, tuer nos parents et qu'on vous apprend maintenant qu'ils deviennent ministres, tu vois. L'intégration militaire, ces gars-là qui n'a même pas été sur le banc de l'école, vous apprenez qu'il vient d'être général sur ordonnance présidentielle. Bon, voilà. Ça, c'est une étape. Bon, maintenant, après quelques années, ce que les gens doivent savoir, les Congolais ont, je ne sais pas, le philosophe Godefroid Kamana disait que l'âme de grandeur du Congolais, c'est une âme qui ne mourra jamais. Bien que vous venez comme des envahisseurs, à une dimension, vous allez vous rendre compte comme si vous êtes envahi encore par cette âme-là. Et ce sont les Congolais qui contrôlent la situation. Ils ont intégré, bien entendu. Bon, mais il y a maintenant ces niveaux où les Congolais arrivent à se mettre à leur place. Bon, maintenant, ils sentent comme si ils ne jouent plus comme il le faut leur rôle. Est-ce qu'on peut, on devient moins nombreux. On ne se retrouve pas, ils ont commencé à dire qu'ils sont discriminés. Bon, moi, j'ai mal quand j'attends quand même des gens se faire passer au nom des communautés et dire que moi, ma communauté n'a pas retrouvé. D'ailleurs, moi, j'aurais bien voulu... On parle rapidement, en parenthèse, on peut parler de Banyamulenge. Pourquoi cette communauté se plaint toujours? Ouais, ça serait ça la bonne question. Non seulement elle, moi, je voulais dire hein, à cette occasion, je pense que dans ces pays, on devrait prendre des mesures courageuses pour interdire les gens de prendre des micros sur des médias pour nous dire « Moi, ma communauté, on est une nation.
Joseph Iléo, qui est le premier président du Sénat, l'avait déjà dit en 1960, si on ne fait pas attention, on va être dans un pays, mais un pays qui a plusieurs nations. Vous savez, la nation, c'est comment? La nation, c'est votre amour, votre sentiment d'appartenance. Bon, maintenant, on a l'impression que les gens se sentent plus appartenir à leur petite tribu au lieu d'appartenir à une grande nation qui s'appelle la nation congolaise. Certains Congolais pensent que Minembwe, c'est un coin qui n'appartient pas à la RDC. Non, ils sont en train de faire des déclarations inutiles et incendiaires. Non, c'est en République démocratique du Congo, sauf qu'il faut dire que la Constitution avait levé les équivoques sur la question des nationalités. En 1900, plutôt à son article 10, il est dit qu'il est congolais, chaque personne. Donc en 1960, sa communauté d'appartenance était au Congo, à l'accession à l'indépendance. Alors, on peut, quand on rentre dans la généalogie des guerres et puis de l'entrée de mouvements des masses, on va se rendre compte quand même qu'il y a des moments où la communauté, comme le président de la République l'a dit, bon, est-ce qu'on peut l'appeler Tutsi, est-ce qu'on peut l'appeler Banyamulenge, parce qu'à l'Est, parfois, on a du mal à distinguer les deux et ce n'est pas un problème. Je ne suis pas sociologue pour tout comprendre. Mais on peut quand même dire que quand vous avez affaire à ces deux communautés, il n'y a pas une grande différence. Voilà, cette différence qui peut sortir socialement, c'est de reconnaître qu'il y a quand même des Tutsis congolais qui vivent souvent dans les territoires de Rutshuru, de Masisi au nord Kivu. Il y a également le Banyamulenge qui sont rapprochés aux Tutsis, qui sont en grande partie dans le haut plateau du territoire décalé au site Kivu, mais également vers Minembwe à Uvira. Et voilà, donc ce sont des gens qui sont là et certains sont même à Goma. Et je me rappelle qu'avant même la chute de Goma, moi j'étais là, il y a une communauté, il y a une mutualité de Banyamulenge qui m'avait rencontré. Attends, bien entendu, comme acteur de la société civile, défenseur des droits humains, ils sont venus me dire, chaque fois qu'il y a des manifestations à Goma, les gens ont l'habitude de s'attaquer à nos édifices. Les édifices, ça veut dire les églises. Bon, moi je dis, mais c'est quand même grave si dans un pays comme la RDC, on peut avoir une église où il n'y a qu'une seule communauté qui prie là-bas. Bon, on s'imagine par exemple, vous êtes à Kinshasa et vous vous rendez compte qu'il y a une église où il n'y a que, bon, permettez, je prends cet exemple, il n'y a que de Luba qui prie là-bas. Est-ce que ça ne va pas frustrer les autres? Et moi, je demandais aux amis, aussi longtemps que vous êtes des Congolais, si vous voulez, je n'encourage pas, parce que moi, je suis des natures non violents. Mais pour éviter ça, ça serait mieux que quand tous les Congolais vont revendiquer de l'eau à Goma, soyez avec les autres. Si ils disent qu'il y a insécurité à Goma, soyez aussi avec eux, parce que vous êtes dans l'insécurité. Pourquoi quand on dit que la population de Goma revendique pour la sécurité, vous êtes toujours isolés? Voilà, maintenant, ça aurait été mieux que vous soyez sur toutes les tables des revendications. Ne vous isolez pas des autres. Et c'est ce que moi je continue à demander. Toutes ces communautés doivent se sentir, si réellement elles sont congolaises, doivent se sentir des communautés congolaises. Être à côté des autres, parce qu'il y a des enfants qui naissent qui ne comprennent rien de toutes ces communautés-là. Ils ont besoin seulement, ils ont un ami qui s'appelle Fabrice, une amie qui s'appelle Alice. Voilà, on vit, c'est tout. Les restes là, d'où on est venu, ça n'intéresse pas souvent. Sauf quand on commence à évoluer sur des postes politiques. Quand vous arrivez sur une table, on vous dit non, ces postes ici, comme on a déjà pris quelqu'un du Nord, il faut maintenant quelqu'un d'ici, et d'ici, il faut que ça soit cette... Bon, c'est à ce moment-là que vous commencez maintenant à vous poser la question. Moi, je suis de quelle communauté? Voilà. Mais ça aurait été mieux que cette considération puisse évoluer en réalité. Monsieur Johnson, en 2009, il y a eu encore des accords. Des accords? Des accords de paix entre le gouvernement et les M23. Les accords du 23 mars. Puis arrive 2013, 2012-2013. Ces gens-là prennent toujours des armes, toujours M23. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Alors, en 2009, ce n'était pas le M23. Quand en 2001, déjà l'RCD prend fin, on lui recommande de devenir maintenant un parti politique. Ils ont postulé en 2006, bien que je ne sais pas s'ils ont eu combien de députés, mais au moins Moïse Nyarugabo était sur la liste du RCD, Azarias Roubero était sur la liste du RCD. Je ne sais pas si... voilà, je sais quand même qu'ils ont eu quelques députés. Alors, quand maintenant leur influence politique
a été absorbé, comme je vous ai dit, par l'âme congolaise, ils ont trouvé qu'il y a encore d'autres revendications qu'ils ont soulevées. Maintenant, ces revendications sont venues en disant que les Tutsis ne sont pas sécurisés au Nord Kivu, et c'est porté maintenant par Laurent Nkunda. Laurent Nkunda vient avec les RCD, plutôt les CNDP. Voilà, les CNDP qui n'avaient pas franchi la ligne de Goma, qui étaient restés vers Utshuru, Kichanga, vers le Massissi, et qui ont aussi quand même créé de la terreur pendant un temps. Bon, maintenant, pour imposer la paix, on a demandé que, voilà, qu'ils se rencontrent encore à Goma pour parler de cette question dont je me rappelle, le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, c'est lui qui a été président de cette conférence, encore une fois, d'Amani Léo, pour mettre ensemble tous les groupes armés, y compris le CNDP à l'époque. Et encore, la résolution était prise que le CNDP se transforme en parti politique. Un parti politique, oui. Bon, mais les habitants de Goma et tous les environs n'ont pas oublié ce que le CNDP a fait. Exactement. Bon, maintenant, après, en 2011, quand ils viennent postuler, 0 candidat, 0 député, ils sont maintenant frustrés, ils ont disparu dans la République des dans frustrés. Le paysage, oui, dans le paysage politique. Ils ont disparu parce que 0 élu provincial, 0 élu national, malgré toutes les dépenses de campagne, parce que, voilà, les gens ont dit, bon, vous nous avez assez gênés, vous pouvez maintenant vous asseoir. Voilà, CNDP a disparu, même son parti politique, je ne sais même pas si ça continue à exister. En évoluant maintenant, on apprendrait que dans les accords là, qui ont favorisé le mixage, le brassage, l'intégration politique, administrative, voilà, parce qu'il faut prendre tous ces gens qui nous ont terrorisés, certains dans des GDA, les autres dans des GEM. Entre-temps, nous manquons de l'emploi parce que nous avons décidé de rester de vrais citoyens. Alors, maintenant, ils disent les revendications continuent. Les revendications, c'est qu'il y a une communauté qui est toujours marginalisée. Quelqu'un se prononce très mal face à cette communauté. Je ne sais pas, s'il y a des gens qui n'ont encore le tout. Ça devient maintenant les 1-23. On dit, une fois encore, les accords n'ont pas été respectés parce que il était prévu que la zone de défense de l'Est, c'est-à-dire la zone de défense qui prend le Maniema, le Nord Kivu, le Sud Kivu, soit sous leur contrôle. Et ils ont refusé qu'il n'y ait pas également comment on appelle ça? Quand il faut prendre le militaire qui sont par exemple au Nord Kivu, d'imitation, voilà. Ils ont refusé qu'il n'y ait pas d'imitation dans leurs unités. Donc vous êtes quand même une armée congolaise. Déjà mais vous ne voulez pas qu'on vous dise qu'on a besoin que vous allez servir en Bandaka. Vous voulez toujours rester dans cette zone-là. Et c'est comme ça que vous allez trouver des policiers. Quand vous lui demandez même de quitter pour aller servir dans un autre village, il va dire non, non, moi, je dois protéger. Ça devient quoi maintenant? Ça devient un problème. Alors, au fur et à mesure qu'il y a d'autres Congolais qui prennent conscience, qui disent, ça ne peut pas évoluer comme ça. Il y a des carrières minières, vous avez entendu des procès incroyables, où vous avez des militaires et des policiers qui sécurisent des carrières minières, mais qui ne sont pas sur les répertoires congolais, mais qui sont en tenue congolaise, militaire, tenue congolaise de la police. Enfin, on se rend compte que c'est quelqu'un, monsieur comme ça, de la police qui avait décidé, qui a des accords avec un pays voisin, qui donne des tenues et qui recrute des gens qui viennent de l'étranger pour venir sécuriser ces carrières minières avec les armes, mais qui ne sont pas de Congolais. Voilà, pour mettre fin à ça, il y a d'autres Congolais qui avaient estimé, non, il faut quand même des mutations. Une année, vous êtes à Goma, une autre année, on vous amène à Kinshasa, sentez-vous aller. Puis rapidement, il y a toujours des mutations. Si on comprend très bien, ils ont refusé ça. 2001, il y a alors, plus ils refusent, plus ils vont dans la forêt. Quand on les recherche, on vous a envoyé, vous devez répondre à l'appel. Non, je ne vais pas aller, on va dans la forêt. Bon, maintenant, dans cette forêt, il s'est créé maintenant des ailes. Parce que quand Laurent Nkunda était dans cette forêt, il y a d'autres qui pensaient qu'on devrait avancer pour penser comment trouver une solution à la crise. Et ça, maintenant, c'est les L Bosco Ntaganda qui s'étaient créés. Bon, maintenant, le 1-23 s'est divisé par D. Bosco Ntaganda et Laurent Nkunda. Et ils ne se sont pas entendus. Voilà comment, je pense que Laurent Nkunda a fui vers le Rwanda et Bosco Ntaganda continue à gérer les 1-23. Puis rapidement, maintenant, 1-23 arrive encore. On arrive en 2021. En 2021, 1-23. Alors qu'avant, il y avait des accords. Oui, déjà en 2012, quand ils ont pris Goma, militairement. Oui, parce qu'ils sont arrivés à Goma, ils ont pris Goma pendant 10 jours.
Après 2 jours, je pense qu'à l'époque, il y a des efforts diplomatiques qui ont été menés pour qu'ils quittent Goma sans armes. Ils ont quitté Goma sans crépitement des balles, jusqu'à rentrer jusqu'à Rutshuru. Mais quand même, ils ont pillé. Je peux vous poser une question. On va comprendre, les téléspectateurs vont comprendre cette question. Qui avait intimé l'ordre à ces rebelles de se retirer de Goma? Alors, après toutes ces années de recherche, je trouvais que celui qui avait intimé l'ordre à ces rebelles de quitter Goma à ce moment-là, suite à une diplomatie à l'époque, c'était le même pays qui, vous vous rappelez, quand Uvira était au point de tomber, quand Bukavu voulait tomber, il y a un président d'un pays qui a dit Bukavu ne tombera pas. Et si vous osez entrer, vous devez quitter dans les 24 heures qui suivent. C'était que le pays, si vous avez suivi. Malheureusement, je ne réponds pas à vos questions. Ah, voilà. J'avais déjà oublié que je ne pose pas de questions. Alors, en réalité, c'était la France. C'est la France qui avait dit Bukavu ne doit pas tomber, et par ricochet, Bukavu est tombé. N'entrez pas à Uvira, ils sont entrés à Uvira. Mais le jour-là, en 2012, la France avait dit vous devez quitter Goma. Bien entendu, avec, je m'imagine, avec toute l'Union européenne et tous les autres pays, ils ont dit il faut quitter. Oui, parce que ils ont maintenant... Je me rappelle qu'à ce moment-là, je peux vous faire une blague, on venait d'être pris en otage. Parce qu'à l'époque, on était dans les organisations de la jeunesse et on n'était pas d'accord avec les rentrées. Et du coup, ils voulaient nous rassembler pour nous présenter à la presse, pour qu'on fasse une communication disant que nous tous là, nous les accueillons et nous leur souhaitons la bienvenue. Et nous, on avait déjà fui, ils nous ont recherchés. Maintenant, ils nous ont donné l'ultimatum, ils sont tombés sur nous, nous étions en plus de 15. On nous dit, maintenant la presse s'apprête, voilà, des médias. Faites des déclarations. Des médias européens, américains, avec des grosses caméras. Bon. Maintenant, là, on est en train de dire, ce n'est même pas nous-mêmes qui avons le communiqué. Non, Bravo n'était pas là, heureusement. Alors, on nous amène maintenant des papiers qu'on doit lire. On nous remet ces papiers pour faire la mise en bouche. Le temps qu'on est en train de faire une mise en bouche, il y a une urgence sécuritaire. Heureusement pour nous. Parce que, qu'est-ce qu'on allait faire, les gars? On allait lire ce communiqué parce que l'armée est là. Alors, directement, toutes les autorités qui étaient là, que ce soit politiques et militaires, sont parties dans une réunion en disant qu'il y a une urgence, on va nous revenir. On nous a laissé là jusqu'à 21h. Après, ils nous disent, on vous amène maintenant, vous pouvez rentrer. Demain, on va vous appeler. Et c'est les demain là qui nous avaient plus rappelé. Et on nous dit, voilà, ils commencent à rentrer. Mais ils ont quand même pillé sérieusement à Goma. Parce que même quelqu'un qui était venu à pied, il a tout fait pour rentrer avec son véhicule. Et trouver des contacts, des clés de contact pour démarrer son véhicule et partir avec. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et ils sont partis. À Rutshuru, ils ont voulu continuer à s'aimer de la terreur. Alors voilà maintenant l'avènement du colonel qui a été envoyé par la haute hiérarchie, Mamadou Ndala, qui vient avec une unité spéciale, des gens qui disent nous sommes habitués à la guerre dans la jungle, c'est-à-dire la forêt, et puis Rutshuru Masisi, c'est quand même une forêt, le parc de Virunga est là. On doit pourchasser ces gens parce qu'on doit imposer les respects. Et c'est comme ça qu'ils sont venus avec tous ces commandos. En tout cas, c'était de village en village. Chaque jour, vous apprenez, non, ils viennent déjà 30 km, oh, ils avancent 50 km. Et tout ce qu'on appelait M23 a disparu sur la carte en 2000. Déjà février et mars 2013, ils ont disparu. Et ça, c'est une vérité qu'on ne dit pas souvent. Parce que l'M23 n'existait plus. Bertrand Bissummo a été déjà en Ouganda. Revenons rapidement, puisqu'on n'a plus assez beaucoup de temps. Revenons rapidement en 2021. Les M23 n'existaient plus. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les M23 sont encore en train de tuer des Congolais à l'Est? Bon, maintenant, comme je vous ai dit, souvent ils viennent avec des revendications qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend même pas. On ne comprend même pas parce que, voilà, j'attends souvent certains Congolais qui sont dans ces mouvements raconter des histoires. Je dis, mais est-ce qu'on a vendu votre âme ou quoi? Déjà, Kagame vient de vous dire que tout ce que vous dites là, c'est faux. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est qu'il doit anéantir les FDLR. Où sont les FDLR? Qui connaît où ils sont? Depuis 1994. C'est toujours la même chanson. Il vient de vous dire qu'il vient protéger une communauté qui est martyrisée. Et cette communauté, cette communauté ne rentre pas au Rwanda. Voilà, j'ai dit,
Non, nous, on ne veut même pas poser la question pourquoi vous ne rentrez pas. Pourquoi un président d'un pays étranger peut venir se taper la poitrine, de venir protéger une communauté congolaise? Vous savez qu'en Angola, il y a des Angolais qui ont des ramifications congolaises. Donc, c'est comme qui dirait un jour, le président Félix peut se réveiller et dire à Joe Lawrence que je viens protéger une communauté d'origine congolaise ici parce qu'on m'a dit qu'on est en train de voler. Et on doit même envoyer des troupes là-bas. Non, mais les gens vont croire que c'est de la folie, quoi. Exactement. Alors, voilà, c'est exactement cette boutade qui se passe là-bas. Bon, maintenant, j'entends certains Congolais dire question de gouvernance. Oui, nous-mêmes, les travaux que nous faisons dans la société civile, c'est pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec une mauvaise gouvernance. Exactement. Mais ça ne donne pas raison aux Congolais de prendre les armes. Parce qu'en prenant les armes, je venais de vous dire, 15 000 morts. On a perdu 15 000 dans 4 jours. Rapidement, on va avancer. Je vais vous donner un nom. Je l'ai écrit ici. Prenez, il y a un nom sur ces bouts de papier. Corneille Nangaa. Il y a un nom? Oui. Vous ne voyez pas un nom? Il y a un nom, Corneille Nangaa. Vous ne voulez pas citer son nom? Ah, Corneille Nangaa. Peut-être que vous ne voyez pas le nom qui est là. Ah, ok. Les noms ont été écrits là, c'est Corneille Nangaa. Ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qui a organisé les élections devant caméra, devant le monde entier. Il a déclaré que le président Félix Tshisekedi a été élu. Et après un bon moment, il s'est réveillé un bon matin, il devient rebelle. Vous avez la parole. Non, je pense que vous venez de comprendre ce que je disais. Il y a certains Congolais, quand ils disent je peux récupérer, merci, les noms de Corneille Nangaa. Allez-y. Président de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle mutation! Et puis, vous devez savoir que comment on devient président de la Commission électorale indépendante. Ces postes est réservé à la société civile de la corporation confession religieuse. C'est-à-dire, tous les religieux, les leaders religieux se sont mis ensemble et ils ont décidé que toi, tu puisses venir représenter toute la crédibilité nationale pour que tu dises le vrai résultat aux Congolais. Oui. Alors, toi, tu viens quand même, les Congolais te font confiance, tu pilotes cette institution qui est aussi budgétivore, parce que voilà, avec Kadima, on est allé à plus d'1 milliard de dollars. Plus d'1 milliard de dollars pour organiser les élections. Un budget qu'on n'avait pas il y a quelques années dans ces pays. Alors, vous, après avoir dit aux Congolais que c'était le président de la République, garant des institutions, et puis après, vous revenez, vous commencez à nous raconter que ce n'était pas lui qui avait gagné les élections. Alors moi, je ne comprends pas en fait. En réalité, on est souvent touché par quel virus, quel syndrome. Bon, supposons que c'est vrai. Si c'est vrai, à qui on doit jeter des pierres? Il devait être traduit en justice. Oui, mais à qui on doit jeter des pierres? C'est à toi, non? Oui, c'est le bon, maintenant, tu veux nous dire que tu viens nous sauver, après nous avoir menti d'abord sur le travail que tu fais. Si cela était vrai. Donc, je trouve que c'est se moquer de Congolais. Donc, il y a des gens qui, dans certaines années, ne devraient plus avoir accès à parler au public dans ces pays. Notamment Corneille Nangaa. Voilà. Merci beaucoup. On est en train d'atterrir petit à petit, monsieur Ishara Johnson. Comment analysez-vous la gestion de cette crise par le président Félix Tshisekedi depuis 2021 jusqu'aujourd'hui 2026? Rapidement, on est en train de courir derrière le temps. Oui, je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est retrouvé dans une situation très compliquée. Et je pense qu'il a commis beaucoup d'erreurs au départ. Il essaie de se rendre compte des erreurs commises, mais parfois c'est tard et parfois on peut... parce que les erreurs d'État sont des erreurs monstrueuses. La première erreur, c'est, comme lui-même nous a dit, on le disait dans les Rimaires, voilà, le 23, on passait 14 mois à Kinshasa, invité par l'ancien VPM de l'Intérieur. Voilà, Gilbert Kakonde. Quand on le disait, en tant qu'acteur de la société civile, les gens disaient qu'on mentait. Mais le président de la République l'a dit. Mais il s'est contredit encore en disant, bon, ils sont venus, mais moi, je ne les avais pas réussi, je ne sais pas de quoi ils ont parlé. On va poser la question à l'ancien VPM de l'Intérieur, Gilbert Kakonde. Ça, c'était une grosse erreur. Et le mal dans tout ça, c'est que toutes ces personnes qui étaient arrêtées par le régime précédent, que ce soit Biamungu, qui aujourd'hui le général, l'homme à tout faire des opérations du 1-23,
ils étaient arrêtés, condamnés. Ancien vice-président de la Fédération congolaise de football. Voilà, condamnés. Mais ils ont été graciés, lâchés par le régime actuel. Bon, c'était quoi les deals au fait? Quand vous écoutez de l'autre côté, ils racontent des histoires qu'ils devraient sécuriser, ainsi de suite. Alors, d'abord, leur présence, et pourtant ils avaient déjà disparu sur la carte du Congo, c'était une grosse erreur. La deuxième erreur, quand l'armée attaque, quand cette rébellion attaque, on était tous d'accord que c'était le Rwanda. Tous d'accord. Oui, parce qu'il n'y avait pas de Congolais là-dedans. En connaissant bien la frontière entre Bunagana et le Rwanda, c'était vraiment tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a évolué. On n'a pas besoin d'envoyer des reporters pour en voir des vidéos, même si ce sont des photos, des paparazzi, mais on a quand même des images. C'était le Rwanda qui attaque. La grosse erreur, c'était de pouvoir amener rapidement le pays à adhérer dans l'EAC. L'EAC qui était la communauté des États de l'Est, d'Afrique de l'Est. Une communauté qui... C'était comme un club d'amis. Un club d'amis, Rwanda, Kenya. Je l'ai dit chaque fois à Goma, et parfois des injures, des menaces de mort, parce que je le disais. J'ai dit, c'est une grosse erreur parce que nous devrions d'abord nous... Et puis nous n'avons pas à nous précipiter d'adhérer dans une petite association comme ça. Nous avons 9 voisins. Le pays, au centre de l'Afrique, nous avons 9 voisins. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter pour aller rejoindre une petite organisation. Ce sont ces gens-là qui peuvent se battre pour nous supplier à rejoindre. Je me rappelle qu'on a envoyé des troupes de l'EAC dans l'Est de la République sans résultat. À un certain moment, ils négociaient. Et on les a demandé de quitter Goma. On a organisé avec de marches. Beaucoup de marches pour leur demander de partir. Parce que dans cette armée déjà de l'EAC, il y avait des officiers rwandais qu'on avait dénoncés avant et le gouvernement les avait chassés maintenant plus tard. Et jusqu'à ce qu'on se pose la question, pendant tout ce temps, donc ces officiers étaient là et l'EAC était en train d'opérer. Pendant que l'EAC était là, le colonel qui dirigeait, c'était un général qui dirigeait l'armée de l'EAC, il a démissionné, ça dit Raymond. Parce que déjà au Burundi, quand la réunion des pays de l'Est venait de prendre fin, le président Félix Tshisekedi raconte le général pour lui dire, si vous vous rappelez de cette vidéo, il lui pointe le doigt, il dit « J'espère que vous n'êtes pas en train de trahir notre pays. » Et le général qui dit « En tout cas, nous ne faisons... » Quelques heures plus tard, il avait démissionné. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, nous, on avait dit, il est difficile d'imaginer que le Rwanda et l'Ouganda, dans les questions des pays des Grands Lacs, seront un jour divisés pour des questions d'intérêt. Parce que je vous ai démontré que Kagame, c'était quelqu'un qui était venu du proche de Museveni. Voilà. Donc, on s'imagine qu'il y a des questions entre États qu'aujourd'hui, on ne peut pas rendre parce que nous venons d'entrer dans une association. À côté de cette association, vous avez le Burundi qui est généralement couteau tiré avec le Rwanda. On le comprend pour des questions idéologiques, pour des questions communautaires. Ils sont en couteau tiré avec le Rwanda. Et c'était vraiment, avec cette crise à l'Est, ce n'était pas une très bonne occasion d'y entrer. Bon, maintenant, comme conséquence, quand même le 23 commençait à se retirer dans certaines parties du pays, plutôt dans certaines parties du Nord Kivu, on disait que c'est les FARDC qui devraient occuper ces zones-là. Curieusement, ce ne sont pas les FARDC qui occupaient ces zones. L'EAC nous avait surpris, contre toute attente, en disant que ce sont les militaires de l'EAC qui vont sécuriser ces zones. Donc, ils ont créé quelque chose qu'on appelle la zone tampon. La zone tampon, c'est-à-dire, ni l'ennemi n'avance pas, même vous, forces gouvernementales, vous n'avancez plus pour franchir cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Vous pouvez tomber sur maintenant des images où ils sont en train de se saluer, de rigoler, parfois des accolades qui énervaient de Congolais avec de l'autre camp. Conséquence, toutes ces zones qui contrôlaient, encore une fois, sont rentrées dans le main de l'ennemi. Donc, c'était... maintenant, la gestion, quand vous voyez dans une guerre, déjà, il y a plus de 27 généraux arrêtés. Non, ça nous fait réfléchir. Déjà, le mire de la défense, quand vous apprenez que le chef de la maison militaire, les chefs d'état-major, ils sont aux arrêts. Donc, ça prouve que nous, quand on disait que cette guerre est en train d'être très mal gérée, on ne comprenait pas. Mais encore une fois, le commandant suprême, il s'appelle le président de la République. Donc, il doit choisir ses meilleurs hommes pour nous donner les bons résultats sur terrain. Merci beaucoup d'être en train de chuter. Il nous reste quelques poussières de secondes. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas nous séparer sans pour autant placer un mot. Vous êtes
directeur du festival scolaire scientifique Mabadiliko à Kinshasa. Parlez-nous un peu, en quelques poussières de secondes. Oui, c'est un festival qui vient également ajouter quelque chose sur la manière dont l'histoire du Congo est racontée. Parce que dans l'histoire du pays, tel qu'on nous enseigne, il y a trop de mensonges. Et moi, je pense qu'on ne saura pas identifier tous ces mensonges en tant qu'organisation. Il faudrait créer un imaginaire des recherches dans le chef des élèves pour qu'eux-mêmes soient à mesure de chercher des informations par eux-mêmes. Et c'est comme ça, par exemple, il est difficile de demander à un jeune Congolais de nous dire, même par dissertation, qu'est-ce qui avait expliqué en 1961, Lumumba est déjà tué, mais on le coupe à morceaux pour le mettre dans un fil d'acide. Qu'est-ce qui avait fait ça? Personne. Même sur ce plateau. Voilà. Et je vais garder pour moi, parce que la réponse, vous la trouvez dans un autre livre qui porte le titre de Lumumba béatifié. Voilà. Peut-être qu'on pourra un jour y revenir. Donc maintenant, le festival scolaire, c'est une série d'activités où on crée l'émulation entre les élèves. C'est sous forme de compétition. Il y a l'éloquence, il y a une thématique qui est proposée. Les élèves doivent faire un discours avec un membre du jury. Il y a le poème, il y a la danse, il y a le sketch. Il y a également la créativité scientifique. La créativité scientifique consiste à pousser les élèves à quitter le monde des théories, mais lier les théories à la pratique. Tout ce que vous avez appris, comment vous mettez ça dans la pratique? Voilà. Et c'est comme ça que nous organisons ça à Kinshasa, nous organisons ça à Goma, nous organisons ça à Bukavu. Nous sommes en train de vouloir organiser ça à Matadi et à Mbujimai pour cette édition. Et ça se porte bien jusque-là parce qu'on a senti qu'il y a la deuxième édition. Vous avez déjà combien d'éditions? Déjà, à Kinshasa, ça fait la deuxième édition. À Goma, Bukavu, c'était 3 éditions déjà. Et bon, voilà, c'est une activité maintenant qui commence à confirmer sa suprématie dans les activités parascolaires. On a vu des images ici à Bravo Télévision. Félicitations à vous. Merci. D'ailleurs, vous serez interrogé par le public qui est derrière moi. Rapidement, nous prenons la première question. Vous vous présentez, vous posez une petite question et directement, l'invité va répondre. On va devoir saisir par parler. Allez-y. Oui, bonjour monsieur le défenseur. Moi je suis Kim Normanzès, étudiant en 3, communication politique, communication appliquée à l'IFACI. Je voudrais savoir, au regard de tout ce que vous avez parlé depuis de 1994 jusqu'à aujourd'hui, vous avez dit Mobutu a commis l'irréparable. Donc au regard de tout ça, je voudrais savoir si la RDC est-elle victime du complot international ou de ses faiblesses internes. Merci beaucoup. Avant de répondre, comme au cours derrière le temps, résumez-vous. En tout cas, ça sera une question directe et réponse directe, M. Johnson. Ouais, je pense que moi, je fais partie des nouveaux Congolais qui pensent qu'on ne devrait pas à chaque fois responsabiliser l'autre. Il faut d'abord se responsabiliser soi-même. Et si vous vous responsabilisez, ça vous permet maintenant de tirer toutes les conséquences de la suite. C'est que nous avons été nous-mêmes incapables de nous gouverner, de nous diriger, de répondre aux problèmes internes et que voilà comment l'externe en profite. Et Lumumba le disait chaque fois, avant qu'on demande de l'aide, nous devons d'abord mettre de l'ordre à l'intérieur. Merci beaucoup. La question suivante. Ici Chara, moi c'est Vanilla Dina. Oui. Ma question c'est de savoir si cette crise actuelle est-elle davantage militaire, politique ou économique? C'est transversal. Les 3 aspects interviennent. Militaire, parce qu'il y a des militaires qui sont sur les lignes de front et qui se battent, qui échangent des tirs. Politique, oui, parce que c'est balai diplomatique. Vous avez vu combien de fois le président se raconte pour échanger de la région des Grands Lacs, c'est politique. Économique aussi, oui, parce qu'il y a cette question non seulement de minerais, mais également cette question de multinationales qui pose problème. Vous êtes au courant que la Bralima à Bukavu avait fermé et il y a beaucoup de Congolais qui sont aujourd'hui au chômage. On veut nous rendre encore des esclaves financièrement et que nous étions sur le cap de nous prendre en charge sur la résilience économique. Et il y a maintenant tous ces aéroports-là où il n'y a plus de travailleurs. Donc on a maintenant un taux très élevé des chômeurs dans l'est du pays. Il y a beaucoup, le gouvernement nous a parlé de 8 millions de Congolais qui sont en errance, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas quoi faire, où dormir, quoi manger. C'est une crise économique qu'on est en train de nous installer là-dedans. Et bien entendu, pour répondre à ça, ça nous ramène à la question de la gouvernance politique. Et Moïse Tshombe, en 1965, il avait l'habitude de dire « Donne-moi une bonne politique, je te ferai une bonne économie ». Merci beaucoup. L'autre question.
Moi, c'est Monique Lukengo. Pourquoi la paix reste-t-elle si fragile malgré les multiples initiatives engagées? Oui, d'abord, la paix, le mot paix, c'est une utopie. La paix n'existe pas. Et ça, en tant que défenseur, un chercheur en peace building, vous savez, il y a une question qu'on pose toujours quand on veut commencer la formation sur des questions de résolution des conflits. Si vous voulez vivre en paix, vous devez être où? Quel est l'endroit que vous pensez que vous pouvez vivre en paix? On va vous dire qu'il faut être dans le cimetière. OK? Alors, tant qu'on est sur Terre... Pour être en paix, il faut... Oui, il faut savoir que le problème sera là. Oui. Mais en tant qu'homme, en tant que des humains, il faut avoir maintenant des capacités à affronter ces défis-là. La capacité de résoudre ces problèmes, la capacité de les gérer, la capacité de les contenir. Parce que même tel que nous sommes assis ici, nous avons des types de conflits. Le conflit intrapersonnel, c'est le conflit qui est en nous. C'est quand on peut se poser soi-même la question, est-ce que je vais bien manger ce soir? D'abord, je ne sais pas ce que je vais manger. Ça, c'est déjà un conflit. Le conflit interpersonnel, c'est maintenant avec d'autres personnes. Tout ça, si je peux résumer ça en termes de conflit, oui, nous sommes en conflit perpétuel. Mais les États modernes doivent avoir des mécanismes éducatifs pour savoir comment nous pouvons affronter tels enjeux. C'est comme ça que vous allez voir que le pays travaille sur des projections de 50 ans. Congo en 2060. Est-ce que nous avons déjà cette vision-là? Voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des mésententes, il y a des conflits qu'on n'arrive pas à gérer qui nous amènent à la violence armée. Et ces violences armées nous amènent maintenant dans la guerre qu'on n'arrive pas aussi à bien maîtriser. Mais le plus important, c'est que nous devons d'abord être à mesure de nous armer psychologiquement, moralement, intellectuellement, pour affronter les défis mondiaux aujourd'hui. Est-ce que la paix en République démocratique du Congo passe par les dialogues? Je crois qu'on veut parler de la cohabitation parce que la paix, comme je l'ai dit encore, c'est une utopie. Mais je pense que la cohabitation pacifique, la cohabitation sociale, en tout cas dans toutes les sociétés modernes, il faut qu'on arrive à s'asseoir. On ne peut pas commencer à imaginer ce qu'on va se dire en étant assis avant qu'on puisse s'asseoir. Donc, il faut d'abord partir du principe qu'il faut qu'on puisse s'asseoir pour que chacun dise qu'est-ce qui ne va pas et comment nous allons nous comporter pour qu'on avance. Parce qu'on ne doit pas continuer à enterrer quand même. On doit également nous mettre sur la pente dont on doit maintenant commencer à construire et nous préparer, comme je l'ai dit, à affronter les enjeux mondiaux qui nous attendent. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des guerres de minéraux, on nous parle des guerres d'occupation, mais demain, on risquerait de faire face à une guerre d'eau. Parce que nous avons beaucoup de rivières, nous avons des fleuves, nous avons des lacs. Il y a des pays qui n'en ont pas. Donc, nous devons être à mesure de nous préparer à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Vous regardez le football? Oui, je suis... C'est la dernière partie de l'émission. Vous regardez le football? Je regarde le football. Vous supportez quelle équipe? Je suis barcelonais. Vous êtes barcelonais. Voilà. Vous allez vous comporter non pas comme un supporter de Barcelone. Vous avez des cartons rouges rapidement. Vous vous comportez comme un arbitre. Vous regardez la classe politique, vous regardez la République démocratique du Congo. Vous avez des cartons rouges. Vous allez distribuer à qui? En tant qu'arbitre, allez-y. Des cartons rouges. Des cartons rouges. Alors, le premier carton, je pense que je le donnerai au vice-premier ministre des Transports. Vice-premier ministre des Transports. Oui, parce que à Kinshasa, déjà, le bis de Lipen jusqu'à Gombe, c'est 1500 quand le chauffeur veut. Et quand il veut, c'est encore 5000 francs. Voilà. Donc, je pense également qu'il y a un problème d'aviation. Ça pose des sérieux problèmes pour relier notre pays avec d'autres pays. Et je crois que le Congo mériterait quand même des moyens de communication très efficaces. Et surtout qu'on nous a promis 60 avions, on se rappelle. On n'a jamais vu même 2. Alors, et que le mandat est en train d'aller à sa fin. Il est passé à la défense. On a perdu beaucoup de zones. Il est au transport, rien ne va. Donc, mon premier carton, c'est à lui. S'il peut s'améliorer, tant mieux. Deuxième carton rouge, rapidement. Alors, mon deuxième carton rouge, c'est au président de l'Assemblée nationale. Oui, je sais qu'il a... Mbonji Sangara. Oui, parce que après son discours à Butembo, où il est passé, c'est quand même dommage qu'on puisse imaginer. Qu'est-ce que vous allez dire aux gens qui sont en train de passer des nuits sur des cimetières? Vous venez avec un discours politicien. Quand les gens ont besoin de trouver des résultats,
Butembo, Beni, ce sont des villes aujourd'hui très saturées parce que tous les agents de l'État qui ont fui toutes ces zones occupent maintenant cette partie. Et puis vous venez pour dire, non, vous savez, les États-Unis, les accords avec les États-Unis, c'est pour que l'M23 puisse fuir. Et que bientôt nous allons... Non, je pense qu'il faut être plus sérieux que ça. Merci beaucoup, carton rouge au président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Mesdames et messieurs, vous avez regardé votre émission en politique. Nous sommes arrivés complètement à la fin de notre émission. On a eu le plaisir de recevoir M. Ishara Boutaragaza Johnson, avec qui on a passé des très bons moments. On a parlé de la genèse de la crise sécuritaire dans la partie Est. Un dernier mot, première participation d'un politique. Je souhaiterais que ça ne soit pas la dernière, bien entendu avec la complicité de tous ceux qui ont accepté de participer en direct. Merci je remercie également tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, la rédaction de Bravo TV qui nous a fait confiance parce que je sais que ces genres de missions ne sont pas dédiées à n'importe qui. Merci beaucoup. Donc je me sens honoré par cette invitation. Je réitère, je souhaiterais que ça ne soit pas la dernière fois. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous avez regardé votre émission. On va se retrouver la semaine prochaine avec notre invité pour parler d'autres questions de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir sur Bravo Télévision. Allez. Merci. Merci.